Donc bonsoir à toutes et à tous, c'est donc la dernière table ronde de la journée et c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette discussion entre Léna Lazare et Clémence Guettet. Donc Léna Lazare, tu es activiste écolo, membre de You for Climate, mais aussi porte-parole des soulèvements de la Terre. Tu as été particulièrement active et mobilisée lors de la lutte contre les méga-bassines, mais aussi au moment de la vaine tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, dont on va bien sûr un peu reparler. Et tu as aussi un projet d'installation en agriculture paysanne qui est, je crois, sur le point de se concrétiser. Clémence Guettet, tu es députée France Insoumise du Val-de-Marne, coprésidente de l'Institut La Boétie et responsable du programme L'Avenir en commun. Toi aussi, tu t'es particulièrement investi dans la lutte contre les méga-bassines. Alors, tu n'es pas élu dans le territoire concerné, les Deux-Sèvres, mais tu y es né, ce qui explique, j'imagine, en partie l'énergie que tu as investie dans cette lutte. Donc, la discussion de ce soir s'intitule Quelle stratégie en commun? Et c'est vrai qu'en ce qui concerne la lutte contre les grands projets inutiles et imposés, on assiste souvent au croisement de différentes échelles, différentes cultures politiques, à la rencontre de différents acteurs. Donc c'est les populations locales d'abord qui sont les premières concernées, les premières victimes des grands projets inutiles et les premières mobilisées pour s'y opposer. L'enjeu pour ces populations confrontées à l'installation d'une mine, d'un centre d'enfouissement nucléaire, d'un entrepôt Amazon, c'est d'attirer l'attention des représentants politiques et des médias sur l'absurdité de tels projets, d'en faire un enjeu de débat national, parfois même de porter à rebours de ces grands projets inutiles un contre-modèle de société. Et on retrouve aussi des militants, des partis politiques de gauche qui n'ont pas forcément d'attache directe avec ces luttes locales, ce qui ne les empêche pas de les soutenir, de les rejoindre et parfois même de donner la poussée décisive pour l'abandon de tel ou tel projet. Donc on a parlé aujourd'hui de Plogoff, lutte emblématique et victorieuse, comme le Larzac à la même époque. Donc c'est des luttes qui ont été très documentées, qui ont permis de faire converger énormément de sensibilités politiques différentes, réunies autour d'un même but, donc à l'abandon de ces projets. Il en va de même pour les luttes actuelles, même si leur histoire n'a pas encore été écrite, et qui se comptent aujourd'hui par dizaines. Donc pour vous en rendre compte, je ne sais pas si ça a été déjà abordé aujourd'hui, mais je vous encourage à consulter la carte des luttes contre les grands projets inutiles du média Reporter, qui est régulièrement mise à jour et qui est un outil très précieux, je trouve, en ce qu'elle recense tous les projets d'infrastructures écocidaires sur le territoire, que ce soit les poulaillers industriels, les centres d'enfouissement de déchets, on en a parlé, les scieries géantes, les méga-hôtels, les parcs d'attractions, etc., etc. Donc, toutes ces luttes nous donnent l'occasion de réfléchir aux perspectives et aux stratégies à mettre en place en commun. Donc, comment articuler lutte locale et bataille médiatique, juridique, législative? Comment faire dialoguer ville et campagne, politique traditionnelle et activisme? Comment nouer des alliances entre habitants, entre ouvriers et paysans, voire, soyons fous, entre chasseurs et écolos? Comment fédérer différentes échelles et cultures de résistance pour que nos luttes soient victorieuses? C'est donc de tout ça dont on va parler ce soir. Et une première question que je vais vous poser à toutes les deux. On l'a vu depuis Notre-Dame-des-Landes, l'abandon du projet d'aéroport n'a absolument pas signifié une trêve dans les projets d'aménagement écocidaire. On a même le sentiment que ces dernières années, cette folie aménageuse s'intensifie, tout comme la répression dont sont victimes les opposants à ces projets, comme s'il fallait finalement leur faire payer Notre-Dame-des-Landes et leur signifier qu'il était hors de question de ralentir. Donc je me tourne pour commencer vers toi, Léna. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Bah, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on me pose des questions comme ça parce que j'ai commencé à militer, en 2016 et que du coup j'ai pas non plus j'ai pas énormément de recul, mais en effet, on l'a vu même notamment dernièrement avec, la cellule anti-ZAD du ministère de l'Intérieur, la manière dont on a été expulsés, contre la 69 à Castres-Toulouse avec les soulèvements de la terre. Il y a une volonté bon, ouais, il y a des faut que je reste, stable à côté du micro, il y a des variations de ça, désolée. Hem, c'est sûr qu'il y a la volonté de, enfin, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ça a été perçu comme un échec et qu'il y a la volonté, qu'il n'y ait plus jamais de Notre-Dame-des-Landes et c'est vrai qu'on l'a vu avec les expulsions de zones à défendre ces derniers temps, on l'a vu avec, tout un tas de choses et concernant, la rapidité avec laquelle, ces projets d'aménagement se font, c'est vrai que, les juristes en droit de l'environnement,
Là-dessus, en tout cas, il constate que le droit de l'environnement est de plus en plus détricoté et qu'en effet, ça peut être de plus en plus compliqué d'obtenir des victoires juridiques sur ces projets. Cela dit, en fait, il y a plein de victoires sur nos territoires qui n'ont pas forcément d'écho national. Moi, j'habite à Nantes en ce moment. Là, on a gagné face au plus grand projet de méthaniseur, celui de Corquay, donc le plus gros projet de méthaniseur en France. Et des victoires, il y en a tout le temps. A priori, il y a un onglet victoire sur la carte de Reporter et sur leur site. Et même eux, ils n'arrivent pas à tout répertorier. Il y a 500 luttes sur la carte de Reporter, alors qu'il y a une chercheuse en PACA qui a commencé à répertorier les luttes locales et qui en a trouvé aussi 500. Donc bon, après, voilà, ça dépend les chartes qu'on prend. Je fais aussi partie de Terre de Lutte qui, du coup, a lancé la charte qui est derrière la carte de Reporter. Nous, on a des critères particuliers sur ce qu'on peut considérer comme une lutte qui arrive sur la carte ou pas. Typiquement, un groupe d'extrême droite qui s'oppose à des éoliennes sur leur commune parce que c'est pas joli, ça va pas être ajouté à la carte de Reporter. Enfin voilà, il y a une charte que vous pouvez voir en ligne si ça vous intéresse. Et après voilà, pour finir, peut-être que la répression de toute façon, elle touche tous les mouvements sociaux. Je pense que là, notamment avec le deuxième quinquennat Macron, mais peut-être lors du premier quinquennat aussi, de toute façon, on le voyait déjà, ça Clémence, j'imagine, t'en parlera un peu plus. Enfin, il y a une manière, en tout cas, de gérer la contestation sociale et écologique, voilà, qui est responsable de plus en plus de répression, qui j'ai l'impression qu'il y a quand même une rupture avec ce qu'on a vécu lors des années précédentes, même si depuis la loi travail, c'est bon, voilà, c'est de plus en plus la catastrophe et voilà, c'est un peu compliqué de définir quel est le début de tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre sur le terrain. Après, cela dit, voilà, au local, lorsqu'on gère des choses avec une municipalité ou avec d'autres institutions que l'État directement, c'est aussi d'autres manières de remporter des victoires ou d'avancer. Et il y a toute une diversité de cas et c'était super d'avoir la présentation juste avant parce qu'en fait, on peut pas non plus faire de grandes vérités générales avec les luttes locales. Et je me tourne à présent vers toi, Clémence. Est-ce que tu constates également une accentuation de la répression? Tu étais toi aussi à Sainte-Soline et tu as pu, je crois, te rendre compte que ce n'est pas l'écharpe tricolore qui arrêtait les coups de matraque et les gaz lacrymogènes. Oui, en effet. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? On m'entend bien? Ouais. Bon, déjà, merci d'être là tous les deux. Merci d'animer ce débat. Enfin, je suis très contente qu'on ait eu cette journée de colloque. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on va dire qui reprennent en partie des tables rondes qui ont déjà pu passer. Mais cette question des alliances et de comment gagner, c'est la question centrale qui nous intéresse généralement en toute matière. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir un temps de débat là-dessus. La première chose, c'est la complémentarité des batailles qu'on observe sur le plan local et sur le plan national. Et pourquoi on y va, nous, comme militants insoumis, puisque je suis là avec cette casquette aussi aujourd'hui, c'est parce que ça découle. Ces batailles locales, elles déclinent en réalité ce contre quoi on se bat sur le plan national. C'est notre vision du monde qui est en jeu en réalité sur des batailles qui peuvent être prises isolément comme ça. Et je trouve que le premier point d'appui, c'est quand même depuis quelques années la fédération des différentes luttes locales. Je pense à tous les projets en matière de transport, par exemple, qui sous la bannière La Déroute des routes ou d'autres organisations comme ça, ont pu se mettre en lien les unes avec les autres pour partager des modes d'action, pour partager quand il y a eu des recours juridiques victorieux, pour partager ce type de méthode. Et pour ce qui est des militants politiques aussi, pouvoir en effet se déplacer sur des luttes qui ne sont pas sur les territoires où on habite précisément, mais pour aussi, et je veux le dire, comme insoumis, être présent dans les luttes qui sont bien là où les insoumis habitent. La particularité du mouvement insoumis, c'est qu'on n'a pas de carte, c'est pas une adhésion, c'est un mouvement qu'on a théorisé comme étant bien plus souple, et les insoumis sont à la fois dans les syndicats, sont à la fois dans les collectifs écolos qui se battent contre les grands projets inutiles et imposés, et à la fois dans les mobilisations nationales. Donc on y va dans l'esprit premier de défendre notre programme et en particulier
de s'investir à un temps T qui nous paraît un temps décisif alors qu'on est parti pour un deuxième quinquennat de Macronie et du temps perdu sur la bifurcation écologique qui est un temps extrêmement précieux en matière de, une fois que les projets sont construits, généralement, on le sait, pour les méga-bassines, elles ne sont pas rebouchées alors qu'elles sont déclarées illégales. Les grandes infrastructures ferroviaires ou de transport, une fois qu'elles sont là, généralement, l'emprise qu'elles ont au sol, l'atteinte à la biodiversité, tout ça est du déjà fait. Donc, on s'y investit de toutes nos forces aussi parce qu'il y a une question de temporalité qui amène parfois des victoires. Bon, parfois, ça participe à stabiliser la situation. Aussi comme militants politiques, en ayant, nous, la conquête du pouvoir en tête toujours. Et donc, à un moment donné, préparer aussi la mobilisation populaire qui fait que quand on arrivera au pouvoir potentiellement, on a un appui populaire massif des relais locaux qui sont déjà bien établis et auxquels on aura participé avec la légitimité qu'on peut. Après, sur l'enjeu immédiat, il y a aussi un enjeu bien plus profond, je crois, avec tous ces grands projets inutiles et imposés, qui est celui des imaginaires qu'on mobilise. On y va, on se bat, on voit que dans ces luttes-là, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de temps commun, d'homogénéisation des discours, de partage d'expertise populaire, de construction collective d'une expertise populaire que nous, dans l'Avenir en commun, on a intégré. Et donc, c'est aussi pour ça que notre programme, je crois, répond aux enjeux qui sont mobilisés dans ces luttes-là, que ce soit la remise en cause de la croyance invétérée dans le marché, que ce soit le caractère supposément toujours vertueux de la multiplication de projets privés à destination d'une minorité toujours relativement élitiste par le caractère de ces projets, ou que ce soit aussi la remise en cause, et peut-être qu'on y reviendra, mais assez profonde que ça implique, de la croyance toujours en la croissance, même si elle est greenwashée au passage et qu'elle devient croissance verte. Donc ça, c'est des points d'appui idéologiques extrêmement forts, et c'est pour ça qu'on y est, pour la justesse de ça. Après, sur le côté répression sur lequel tu m'interrogeais, évidemment, la répression, en toute matière, j'ai envie de dire, se durcit dans ce deuxième quinquennat Macron. Elle est pas propre qu'au mouvement écologique, même si elle est très, comment dire, violente sur le mouvement écolo, mais en réalité, ce qu'on a observé à Sainte-Soline répond à plusieurs types d'enjeux. Ça répond à des enjeux purement politiciens, c'est-à-dire à cet instant, c'était aussi l'affirmation de M. Darmanin comme candidat putatif pour 2027, incarnant l'ordre prétendument une certaine conception de l'ordre en tout cas, donc des enjeux politiciens et électoraux qui sont mobilisés à mon avis à ce moment-là dans cette répression. Il y a des enjeux évidemment aussi symboliques, empêcher l'installation d'une ZAD par exemple. On est parti dans la discussion de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD a participé à habiter, construire ensemble sur un territoire donné à Notre-Dame-des-Landes, et c'est ce qu'ils voulaient aussi empêcher potentiellement à Sainte-Soline. Ça a été mobilisé comme ça dans le discours en tout cas, mais ils veulent empêcher une contestation démocratique organisée qui se solidifie sur des territoires. Donc pour ça, la répression violente à tout crin devient justifiée dans leur logique, on va dire. Et puis, un enjeu idéologique qui est mobilisé aussi, c'est que la répression pour protéger des biens et non plus des personnes est complètement banalisée, là aussi en toute matière, mais on l'a vu particulièrement à Sainte-Soline, avec, pour celles et ceux qui y étaient, donc des centaines de gendarmes et de policiers pour un coût en matière d'action publique, et donc vous toutes, nous tous qui payons toute cette journée, à la fois les milliers de grenades qui ont été déversées, à la fois la mobilisation de tous ces hommes pour protéger un trou destiné à être bâché. Je dis enjeu idéologique parce que c'est un trou qui symbolise l'agrobusiness et des intérêts matériels qu'ils ont choisi de défendre en réalité à ce moment-là coûte que coûte, et on l'a bien vu et on l'a senti dans nos corps, et certains camarades l'ont senti encore plus fortement puisqu'il y a eu des gens qui étaient atteints de manière, avec un diagnostic vital engagé, etc. Donc cette répression se fait sur tous ces types de justifications, avec pour nous, et je termine là-dessus pour pas être trop longue, le fait que, à mon avis, nous avons un enjeu commun, puisqu'ils établissent un continuum
entre des gens qui partagent une autre vision du monde. Continuum qui est passé par la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, mais qui, et je le dis pour le dire très simplement, qui ira jusqu'à la tentative de dissolution de la France insoumise. Je veux dire, ça participe grosso modo d'un même mouvement. Ça a d'ailleurs déjà été proposé par un sénateur qui a dit que nous n'avions rien à faire à cet endroit-là et que franchement, la France insoumise devrait être interdite. C'est qu'une préfiguration, à mon avis, de la défense à tout crin de leur vision du monde contre la nôtre. Et donc pourquoi on se mobilise aussi fortement quand les soulèvements de la Terre sont menacés d'être dissous? Parce que nous voyons cette atteinte très profonde à la défense de ce en quoi nous croyons, à la défense de nos libertés publiques. Et pour terminer, je vois aussi une suite logique entre les attaques contre les gilets jaunes, les attaques contre les gens qui sont allés manifester contre les violences policières, les gens qui se font mettre dans des gardes à vue arbitraires parce qu'ils sortent pour dire le 49.3, c'en est trop. Il y a une forme d'autoritarisme, ça a été dit dans une table ronde précédente, qui vise tout ce monde de manière relativement uniforme, à des rythmes qui procèdent un peu différemment. Mais voilà pourquoi on se mobilise comme ça. Et Clémence, tu as du coup parlé un petit peu de la structure militante de l'organisation de la France insoumise. C'est peut-être aussi l'occasion de revenir un petit peu sur les soulèvements de la Terre, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse vraiment, que tout le monde connaît les soulèvements de la Terre, mais tout le monde ne connaît pas forcément le fonctionnement des soulèvements de la Terre. Donc, Léna, est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que c'est, comment est-ce qu'il faut le définir déjà? Est-ce que c'est une fédération, un réseau de lutte locale? Comment vous vous organisez, etc., etc. Oui. Du coup, les soulèvements de la Terre, c'est à la fois une coalition d'organisations, de collectifs et un mouvement, parce qu'on fait des choses spécifiques derrière cette bannière-là, et que c'est quelque chose qui est devenu d'important pour nous, mais voilà, sans que ce soit une organisation à part entière. Et les soulèvements de la Terre, on a 3 composantes principales qui sont un peu le pari en fait de début du mouvement. C'est une alliance entre des organisations paysannes. Il y a la Confédération paysanne qui est l'organisation la plus connue, mais il y a aussi tous les groupements d'agriculteurs biologiques, des fermes aussi qui se sont engagés dès le départ. Il y a aussi donc forcément des collectifs qui se battent contre des projets polluants et imposés, et il y a aussi des organisations du mouvement climat, en tout cas du mouvement écologiste, que ce soit avec Youth for Climate, Extinction Rebellion, les Amis de la Terre, etc. Et du coup, nous, on a décidé, étant donné que les soulèvements de la Terre, c'est aussi une campagne d'action, on a décidé de se retrouver tous les 6 mois pour décider en fait de quelles allaient être les prochaines actions qu'on allait faire, en sachant que nos actions, c'est 3 modes d'action principaux, mais bon, je crois qu'on va revenir dessus. Donc des occupations, des actions de blocage et des actions de désarmement. Et aussi, on vient appuyer des luttes locales qui ont besoin de passer à une échelle supérieure pour remporter des victoires, en sachant que, comme ça a été très bien expliqué toute la journée, voilà, nous, on pense que la lutte locale qui est recentrée sur elle-même, elle existe assez rarement. Et en fait, les luttes sur lesquelles on va, il y a toujours des revendications globales, nationales. Quand on va dans le Marais Poitevin, c'est pour obtenir un moratoire sur les méga-bassines. Quand on va à la 69, c'est pour qu'il n'y ait plus aucun projet routier qui se fasse en France. C'est toujours ça touche toujours à des politiques publiques, et en face, on a toujours des entreprises nationales, voire des multinationales qu'on trouve un peu partout sur le territoire. Et donc tout est la majeure partie la plupart des décisions se font tous les 6 mois lors d'une grande assemblée où chaque comité local des soulèvements en tout cas chaque groupe qui se reconnaît dans le mouvement peut envoyer 1 ou 2 personnes, et on prend des décisions en assemblée. Et sinon, il y a des commissions qui existent tout au long de la saison d'action, parce qu'on a besoin d'un groupe com pour gérer les réseaux sociaux, on a besoin d'un groupe juridique. Et ça, c'est des groupes dans lesquels on peut rentrer en fait à chaque interlude. Ces grandes assemblées, on se retrouve à 200, 300, voire 400 personnes. C'est pas des groupes en tout cas qui sont rejoignables à distance pour le moment, pour plein de raisons. Grosso modo. Et pour revenir sur les campagnes d'action, en fait, l'idée vraiment, c'est d'avoir plein de comités locaux qui se réunissent et qui quasiment décident de quelle lutte locale est suffisamment
mature, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais pour qu'elle puisse bénéficier en fait d'une convergence en fait de tous les comités locaux dans des grandes actions, comme ça a été le cas pour les méga-bassines ou ce genre de choses. C'est ça, hein? C'est ça, voilà, même si on essaie d'éviter l'effet casting, et souvent, en Ouais. fait, il faut qu'il y ait eu une dynamique où il y a déjà des alliances, etc., depuis plusieurs mois, en fait, pour préparer des actions pour qu'elles voient vraiment le jour. Enfin, en fait, c'est devenu petit à petit ça, parce que bien entendu, les soulèvements de la terre, au début, c'était pas cette ampleur-là, mais j'ai l'impression que ça devient souvent assez évident pour les gens sur quelle lutte on va aller, lesquels ont besoin de ce type d'actions qui sont plus frontales quand même. Qui a besoin en fait de recevoir plusieurs milliers de personnes sur son territoire pour augmenter le rapport de force. Enfin, c'est pas toujours le cas, et il y a plein d'autres manières de gagner. Et c'est pour ça que c'est assez complémentaire aussi le fait que je fasse partie de Terre de Lutte, du coup, qui est une association qui crée des outils pour les luttes locales. Enfin, il y a plein de victoires qu'on remporte dans notre village parce qu'on a fait une manif à 500 personnes et que ça a foutu la pression au maire, ou parce qu'on a fait le recours juridique au bon moment. Donc les soulèvements de la terre, c'est vrai que c'est une manière d'intervenir dans des luttes locales qui est assez spécifique et qui n'est pas toujours nécessaire. Ok. Et dernier point sur les soulèvements, peut-être, tu parlais du coup des tactiques un peu de lutte. Donc il y a le désarmement qui est un peu le mot que vous avez choisi pour éviter de parler de sabotage, plus ou moins. Et il y a aussi, ça c'est peut-être moins connu, et je trouve ça intéressant, c'est la question de la reprise de terre, que tu as peut-être, c'est ce que tu désignais par occupation peut-être. Est-ce que tu peux aussi un peu Ouais. revenir, juste un peu revenir là-dessus pour expliquer c'est quoi l'enjeu en fait de cette Ouais, tactique? carrément. Oui, oui, bah, du coup, les reprises de terre, c'est une forme d'occupation pérenne de terres agricoles ou d'espaces naturels. Et pour donner peut-être un exemple d'action pour que ce soit parlant, typiquement la première action de reprise de terre qu'on a faite, non, la deuxième, c'était à Besançon. Il y a un projet d'écoquartier, bon, malheureusement qui n'a d'écolo que le nom, qui va défoncer des jardins ouvriers. Et bon, c'est déjà des terres qui sont cultivées par les habitants, mais il y avait des terres encore en friche, et on a installé 2 jeunes maraîchères qui du coup ont créé une AMAP pirate et qui vendent des paniers de légumes à prix libre. Et on réfléchit à d'autres actions sur la question du foncier avec la Confédération paysanne assez activement. Parce qu'en effet, bon, c'est assez complexe, mais toutes ces questions d'attribution de la terre aux paysans, comment est-ce qu'on fait en sorte que des entreprises agro-industrielles se retrouvent pas avec des fermes de 1000 hectares, voire 2000 hectares. On a eu le cas, malheureusement, il y a pas très longtemps, vers chez Julien, encore une fois. Comment est-ce qu'en tant que personnes aussi qui font pas partie du monde agricole, parfois on se rend compte en fait de tous ces mécanismes, et comment est-ce qu'on peut faire aussi des actions justement pour faire en sorte que ces terres qui aient eu des processus légaux ou pas derrière, en fait, elles repartent pas à une giga entreprise en fait qui va continuer à détruire ces terres et à empêcher l'installation de nouveaux paysans. Ok. Et du coup, Clémence, là, on a présenté un petit peu la manière de fonctionner des soulèvements de la Terre. Quel est le rôle de la France insoumise? Tu as déjà un peu répondu, mais plutôt peut-être des militants insoumis locaux par rapport à ces luttes. L'idée, c'est peut-être de s'y greffer comme n'importe quel habitant local pourrait être intéressé par l'arrêt, l'abandon d'un projet. C'est aussi de porter peut-être en interne, je sais pas, que doit faire le militant insoumis face à un petit peu à cette organisation? Jean-Luc Mélenchon a parlé ce matin aussi de militants, je crois, multisites, pour parler justement du fait que maintenant les militants étaient très mobiles et allaient soutenir dans toute la France les différentes oppositions aux grands projets inutiles. Oui, bah, la question est intéressante, mais elle correspond peu à notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à un Oui, oui, militant bien sûr. insoumis qu'est-ce qu'il va Pardon. faire. Mais je comprends la question, parce que je pense que possiblement dans d'autres forces politiques, euh, on dit désormais on va là, désormais on lutte sur telle chose. Ce qui est magnifique dans le mouvement insoumis, c'est qu'on ne donne pas de consignes de ce type. C'est qu'en fait, les gens habitent les lieux qui leur tiennent à cœur. Je pense que le ressort affectif n'est pas du tout un ressort à dénigrer, d'ailleurs, dans la lutte contre les grands projets inutiles et imposés. C'est votre cadre de vie, et vous essayez de préserver les dernières parcelles qui ont un attachement. Je pense à Bure, par exemple. Je pense
pense que c'est un Mmh. ressort tout à fait légitime. Donc, les insoumis, comme les autres, participent de ce type d'envie de mobilisation. Et puis après, en effet, sur la mobilité des militants, c'est plus de savoir répondre à l'appel d'une mobilisation populaire qui est organisée massivement, y compris par d'autres. Ce que disait Léna à l'instant, en fait, c'est quand un lieu a besoin d'un renfort ponctuel pour faire nombre et parce que dans le cadre de la procédure, c'est important à ce moment-là, et ben, les insoumis comme les autres, ils vont s'y rendre, euh, sont présents dans les collectifs sans revendiquer une étiquette quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est une Mmh. première chose. Après, il y a les militants, après, il y a les élus. Je pense que Mmh. en tant qu'élu, on a un rôle qui est potentiellement un peu différent, qui est d'abord face à la répression. Je l'ai abordé très rapidement, mais concrètement, à Sainte-Soline, quand on a fait la chaîne pour protéger les blessés avec nos écharpes, bon, on s'est fait gazer comme tout le monde. Il n'empêche que ça participe d'un rôle que vous confère l'institution et que vous pouvez utiliser à bon escient dans ce type de moment pour pas qu'il y ait de blessés supplémentaires, etc. Donc ça, on l'utilise. Il y a le rôle communicationnel, c'est-à-dire que la presse quotidienne régionale peut être parfois un peu rétive à faire de la communication positive sur les mobilisations citoyennes contre les grands projets inutiles et imposés pour différentes raisons. La presse nationale peut caricaturer complètement ce type de mouvement ou de mobilisation en prenant toujours le petit bout de la lorgnette qui les arrange ou la violence comme angle unique de commentaires et où nous, en tant qu'élus, on peut essayer de participer à parler des ressorts plus profonds de cette Mmh. mobilisation, etc. Donc je pense qu'on aide en ça aussi. Après, il peut y avoir sur le plan institutionnel toujours le travail législatif qu'on fait. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si on en parle Ah plus tard, bah, mais vas-y, parle de la niche, parlementaire par peut-être exemple, aussi, je sais oui. qu'elle a déjà été évoquée par Julien, mais sur les méga-bassines, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, il y a eu le fait que suite à Sainte-Soline, la Macronie a déposé une commission d'enquête sur, je ne sais plus comment elle était formulée, mais bon, grosso modo, la violence, que sais-je, quelque chose comme ça. Et Financement des nous groupuscules avions violents. déposé une commission d'enquête questionnant la doctrine de maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Mmh. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut utiliser des outils institutionnels comme ça en miroir, qu'il ne faut surtout pas leur laisser uniquement à eux. Et si jamais nous, on n'est pas là pour le faire, personne ne le fera. Sur les méga-bassines, dans la niche parlementaire, donc c'était en commission cette semaine, ce sera en hémicycle le 30, donc jeudi prochain, je porte une proposition de loi de moratoire sur les méga-bassines qui a été construite aussi avec les mouvements qui sont engagés dans la lutte contre les Mmh. méga-bassines. On a mis moratoire et pas interdiction parce que moratoire permet de rassembler Bassines non merci, Soulèvement de la Terre, les syndicats, la Confédération paysanne, un grand acte, un grand arc d'acteurs différents qui se retrouvent sur un mot d'ordre et que nous, on peut relayer au sein de l'institution. Donc je pense qu'on essaye comme ça d'avoir une action multiforme d'appui, de relais, d'amplification, en essayant toujours, comme tous les militants, hein, mais de montrer à quel point ça charrie une autre vision du monde. On parle de méga-bassines, en réalité, on parle de choses très amples. On parle de bifurcation du modèle agricole, de quelle agriculture on soutient, on subventionne, on encourage, alors même que la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc c'est maintenant qu'on a un défi absolument majeur de réorientation. Quand on parle de méga-bassines, on parle aussi très profondément de gestion de l'eau et de gestion démocratique d'une ressource qui va se raréfier dans un contexte de changement climatique et donc sur laquelle il va y avoir des conflits d'usage de plus en plus nombreux, alors qu'ils sont déjà très nombreux, mais entre l'eau potable en priorité, continuer à refroidir les réacteurs nucléaires, parce que sinon c'est quand même un petit peu compliqué, préserver la biodiversité, avoir un usage raisonné en matière d'irrigation agricole et prioritairement pour de l'alimentation humaine et pas de l'alimentation animale à l'autre bout du monde dans le cadre du libre marché, des traités de libre-échange. Donc ça charrie des idées très fortes qu'on essaye, nous, de défendre avec nos armes, qui sont notre programme, Mmh. les idées qu'on a élaborées collectivement. Et bon, du coup, j'imagine, Léna, tu peux peut-être aussi revenir là-dessus, sur le rôle des élus justement, qui sont, j'imagine, assez précieux en fait, pour soutenir les luttes et pour faire, ce type, de moratoire, voilà.
Oui, bah, c'est sûr que le travail législatif, bon, vu la tête de l'Assemblée, moi, c'est vrai que ça me fait un peu peur, mais enfin, c'est Nous assez aussi, important t'inquiète. c'est assez important qu'il soit mené, en effet. Après, à une échelle plus locale, c'est intéressant. J'ai l'impression que tant qu'on arrive à ne pas tomber, enfin malheureusement j'ai vu ça notamment avec Terre de Lutte. Enfin il y a des luttes locales qui se retrouvent avec un seul parti qui les soutient et en fait la mairie va caractériser ça comme lutte d'opposition. Il va utiliser ça vraiment comme des arguments principaux de communication. Des fois ça va pas trop freiner la lutte, mais c'est vrai qu'il y a des collectifs qui se sont remis en question en disant bon mais en fait tant qu'on n'a pas au moins deux parties en fait qui nous soutiennent lorsqu'en plus voilà la mairie est porteuse du projet. Quelquefois ça peut mine de rien mettre plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, mais bon c'est des cas assez spécifiques, mais je pense que c'est intéressant si vous décidez aussi de vous battre contre des projets sur vos territoires. Voilà, il y a certains partis d'opposition, on a beau les apprécier beaucoup même localement, enfin il faut réfléchir aussi à ces rapports de force là à l'échelle locale, même si bon, c'est toujours compliqué quand on démarre une lutte. Après, en tout cas, à l'échelon national, au niveau des soulèvements de la terre, c'est vraiment important qu'il y ait des élus, mais j'ai l'impression que tu as bien résumé, Clémence. Enfin, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'était vraiment hyper précieux. Moi, du coup, j'étais avec vous et le fait qu'il y ait eu des appels au cabinet d'Elisabeth Borne, etc. Alors que nous, vraiment, l'organisation, c'était horrible. Il y avait des personnes à côté de nous, on ne savait pas si elles allaient y rester vraiment devant nous. On avait des blessés dans un état grave qui ne pouvaient pas être évacués. Et tout le travail aussi qui a été fait justement de montrer quelle était la vérité. Il faut qu'il y ait un arc large en fait de personnes pour faire ça, qu'il y ait des journalistes d'investigation, mais en fait le fait qu'il y ait des élus qui portent tout ça, c'est extrêmement précieux. Et aussi ayez été, pardon, co-requérant, vraiment je suis fatiguée comme d'hab, co-requérant pour la procédure de dissolution, ça aussi c'était très précieux. Bon, de l'autre côté, en effet, ils disent que le terrorisme intellectuel, c'est nous tous, et ils essaient de plus en plus de nous mettre tous dans le même panier, et genre de dire que dans tous les cas, voilà, dès qu'on commence à avoir des idées de gauche, on est des criminels, etc., etc. Bon, c'est le récit totalement ahurissant de Darmanin, mais oui, qu'on continue comme ça, voilà, en tout cas à l'échelle nationale, au niveau des soulèvements. Après sur le local, comme j'ai dit, il y a tellement de cas différents et tous les groupes locaux des partis, voilà, il y a des dynamiques très différentes et des idées qui sont pas toujours les mêmes au local et au national, etc. Donc assez complexe, mais en tout cas pour les soulèvements de la terre, qu'on continue à se parler et à élaborer des stratégies de manière un peu fine et tout. Je pense que dans tous les cas, l'action de terrain, elle est vraiment complémentaire de ce qui se passe dans l'hémicycle ou dans les institutions, et qu'il faut continuer à pousser tout ça, parce que c'est vrai que sur les projets qui atteignent une dimension nationale, comme la 69, on voit bien que sans qu'il y ait des actions à cette échelle-là, et notamment au niveau des politiques institutionnelles, a priori, on aura du mal à décrocher une grande victoire, même si la pression sur le terrain, c'est celle qui compte le plus, selon moi. Et sur le rôle des élus locaux, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant à dire, parce qu'effectivement, localement, on peut se confronter à l'opposition de certains maires, mais aussi à des maires amis. Et il me semble qu'à Sainte-Soline, il y a le maire de Mel qui s'est fait pas mal embêter par le préfet, qui accueillait la mairie, qui accueillait la base arrière. Donc, quel est aussi le rôle des élus locaux en soutien un petit peu à ces luttes? Oui, j'ai été très négative, mais oui, en fait, quand on organise mobilisation, on a besoin de lieux, on a besoin, l'appui des maires, il peut être extrêmement précieux. Et il y a aussi des choses intéressantes qui sont en train de se passer dans certaines villes, c'est le fait de présenter une liste contre un projet. Avec notamment aussi de magnifiques listes municipalistes, notamment à Saillant, ils ont gagné contre un projet de carrière, parce que les opposants au projet ont décidé de créer leur liste citoyenne. Mais il y a aussi des listes de la NUPES, que ce soit des partis séparément ou des alliances comme celle qu'on a vue à Poitiers, qui ensuite deviennent vraiment des alliés des luttes assez cruciales. Et je pense que c'est une dimension qu'il faut vraiment prendre en compte
lorsqu'on se bat contre des projets polluants et imposés, parce que malheureusement, parfois aussi, pareil, dans certains petits villages, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été totalement délaissé et qu'en fait, il y a des personnes qui sont maires depuis hyper longtemps et il suffit qu'il y ait un copinage à un moment pour qu'un truc soit lancé. Et des fois, en effet, les projets, ils se font hyper rapidement. Et après, c'est très compliqué de revenir en arrière, quoi. Et pour continuer un peu sur la question locale, il y a localement justement un argument qui est particulièrement pernicieux, qui est pas mal mobilisé dès qu'il est question de grands projets inutiles, c'est le chantage à l'emploi. On va installer cet entrepôt Amazon et on va créer 100 emplois. L'une et l'autre, je vous pose la question à toutes les deux, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce genre d'argument qui clairement fait un lien entre intérêt capitaliste et masse prolétarisée, quoi. Comme tu veux. Bon, d'abord, ça a été dit dès l'introduction de cette journée. Pour nous, il n'y a pas de lutte contre les grands projets inutiles et imposés qui n'est pas une lutte anticapitaliste. Donc, quand même, c'est la première chose de dire ça, c'est que de manière fondamentale, ça vient questionner de quoi on a besoin. Ça a été longuement développé entre les besoins essentiels, les besoins artificiels. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, la seconde chose sur le chantage à l'emploi, c'est que bien souvent, quand même, c'est un mirage. C'est-à-dire que les grands projets inutiles et imposés vont créer des emplois. Je reviendrai sur la qualité de l'emploi après, mais vont créer des emplois en supprimant d'autres dans le même mouvement en réalité. Quand vous avez une LGV qui est associée à des promesses d'emploi, en tout cas, c'est assurément la poursuite d'un phénomène de métropolisation qui entraîne des pertes d'emplois dans des villes moyennes, intermédiaires, qui ne sont pas desservies par le projet en question. Quand vous avez... j'ai perdu ma page. Quand vous avez un projet... j'ai perdu ma page, pardon. Quand vous avez un projet de construction d'aéroport, là aussi, nécessairement, ça va entraîner des pertes d'emplois dans la même façon. Donc, il n'y a qu'une vision globale et planifiée, je reviens à cette ambition planificatrice qui est la nôtre, mais qui peut permettre de décider quel type d'emploi, dans quel domaine, etc. Nous, on a un programme qui est un programme de création d'emplois assez fort. On l'a assumé comme ça. On l'a assumé comme ça tout en étant lié immédiatement à l'impératif de bifurcation écologique. C'était les 200 milliards d'investissements pour faire du ferroviaire, pour créer des emplois agricoles, pour créer des emplois pour la rénovation thermique des logements. Il est possible d'avoir un projet écologique, créateur d'emplois, qui donne du sens, etc. Après, il y a la question du travail de manière générale que les grands projets inutiles et imposés viennent questionner. Avec quel sens on donne au travail ? Avec le fait que les grands projets inutiles et imposés ne remettent absolument pas sont pris isolément du reste de la politique économique de manière générale, ne parle pas du déséquilibre structurel entre offre d'emploi et chômage, ne parle pas de la précarité sous toutes ses formes. Et puis après, sur la qualité de l'emploi, nous, on aurait aussi des choses à dire, parce que ça peut être des emplois précaires, précarisants, qui sont proposés pour ce type de projet, qui ne sont absolument pas pérennisés dans le temps, et qui se fondent en plus sur des hypothèses contestables. Ça, c'est une autre grande caractéristique de ce type de projet, c'est des promesses de gain de temps, des promesses de création d'emplois qui quand on les questionne, notamment par de l'expertise populaire, sont bien souvent remis en cause. Donc, ce que nous, on défend, c'est en effet des possibilités de création d'emplois sur des grands chantiers structurels qui nous permettent de nous adapter à ce que va être le changement climatique et son ampleur dans nos vies. Donc, je pense qu'on peut porter là aussi un discours tout à fait alternatif sur ce sujet. Et toi, Léna, du coup c'était bien complet, mais je trouve qu'en effet, cette question de l'expertise, elle est vraiment intéressante. Et que ce soit sur la question des emplois, ou comme tu l'as dit, sur d'autres paramètres, il y a un travail d'enquête dans nos collectifs qui est vraiment important. Et je trouve ça assez intéressant, la manière dont on va se réapproprier plein de choses en commençant par ce travail d'enquête, et où au final
bon, on trouve des personnes ressources, enfin typiquement sur les bassines, des hydrologues, etc., mais des sujets qui nous paraissaient très complexes et où justement, en fait, il y avait un discours sur de la technicité, enfin, pour qu'on s'en désintéresse, on arrive à se réapproprier tout ça. Et aussi, il y a un volet qui peut être intéressant, que ce soit sur la question des emplois ou sur d'autres choses. C'est sur comment est-ce qu'à partir de la lutte contre un projet, il y a un contre-projet aussi qui se construit. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Sur l'emploi, je pense notamment aux luttes contre Amazon, contre les entrepôts Amazon. Enfin, il y a eu de très beaux contre-projets, justement, qui ont été pensés et qui montraient qu'il y avait, voilà, il y avait d'autres manières, en tout cas, de penser tout ça et même de créer plus d'emplois et que de remettre les habitants au cœur des décisions, c'était quelque chose, voilà, qui pouvait créer des dynamiques assez folles. Enfin, remettre les habitants au cœur des décisions. Enfin, en tout cas, c'est ce que les habitants demandent. Enfin, après, est-ce que ils arrivent à obtenir ce pouvoir-là? Bon, ça, c'est une autre question assez complexe et je crois qu'on n'aura pas trop le temps d'aborder la question de la démocratie liée à ces projets-là, mais c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, je parlais de municipalisme, mais le réseau qui appuie pas mal les listes citoyennes, ou enfin, en tout cas les listes municipalistes, s'appelle Fréquence Commune, si ça vous intéresse. Et du coup, ils essaient de plus en plus de faire le lien entre lutte contre les GP2I et la possibilité justement de gagner des élections, ce que ça peut aussi apporter comme stratégie dans un combat. Donc l'idée, si je reprends un petit peu ce que vous avez dit toutes les deux, c'est quand on commence à avancer un contre-projet, c'est de dire que l'écologie peut et doit être pourvoyeuse d'emplois et que c'est absolument pas synonyme d'usine qui ferme, au contraire même. Est-ce qu'il y a du coup, oui, dans la France insoumise, un axe programmatique qui prévoit justement, alors tu vas sûrement me parler de la planification, mais la redirection industrielle dans un sens plus écologique, normalement, est censée créer un certain nombre d'emplois que je crois que vous avez chiffrés. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais sur le plan d'investissement. Je vais vous donner des chiffres, mais l'isolation de 700 000 logements par an, c'est 240 000 emplois. L'agriculture écologique et paysanne, c'est sur des plus petites exploitations, c'est 300 000 emplois. L'économie de la mer, c'est 600 000. Le fret ferroviaire, c'est 100 000. En fait, on parle de possibilités gigantesques. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au travail, c'est que le travail a longtemps été un lieu de politisation extrêmement fort, avec le rôle du syndicalisme. La lutte des classes s'apprenait dans l'emploi. La structure de l'emploi s'est largement modifiée. Il y a moins la conscience ouvrière qui peut se développer au sein des industries. Je trouve que la lutte contre les grands projets inutiles et imposés, en un même lieu, elle recrée aussi de la discussion sur de la conscience de classe de manière intéressante, alors qu'il y a eu un éclatement vis-à-vis de la structure de l'emploi et des industries et de la façon dont ça pouvait se former avant. Donc je trouve qu'en un même lieu, faire cause commune autour d'un territoire à préserver ou lutter contre un projet inutile et imposé revient à ce que disait Léna, mais il y a une expertise populaire qui se construit, qui est vraiment de très très haut niveau, avec des projets alternatifs qui quasi systématiquement sont construits par les opposants. Donc on préfère dans les médias les présenter comme des opposants, mais en réalité, ils sont très souvent proposants d'une alternative. Ça a été le cas sur la 69. Je suis allée en Guyane au mois de septembre. J'ai été très marquée parce que c'est des problématiques totalement différentes qui se posent en Guyane que sur le territoire hexagonal. Et par exemple, tu disais pas une route de plus. Je pense qu'il faut absolument pas oublier dans nos discussions les problématiques des Outre-mer qui peuvent être tout à fait particulières. En Guyane, il y a besoin de routes. Pour des raisons tout à fait différentes, mais en tout cas aujourd'hui il n'y en a pas suffisamment et les gens sont abandonnés quasiment par les pouvoirs publics dans certaines villes qui sont enclavées. Mais donc pour revenir à cet exemple, il y a en Guyane, par exemple, un projet de centrale électrique, la CEOG, qui a été un petit peu mis en avant parce qu'il y a en gros, c'est une centrale électrique donc verte, c'est des panneaux photovoltaïques associés à un dispositif d'hydrogène qui doit produire beaucoup d'électricité. Or, en Guyane, aujourd'hui, vous avez encore des groupements électrogènes qui servent à alimenter des villes, donc pas du tout écolo. Donc là, un projet écolo qui a été présenté comme tel, comme d'habitude par des intérêts privés très puissants, et qui a été imposé là
aux autochtones en plein milieu de leur terre coutumière, sans aucune concertation avec eux. Et le Yopoto du village et la communauté amérindienne s'est mobilisée et a fait tout un travail de cartographie d'un site alternatif qui pourrait être trouvé pour cette centrale électrique. Donc, dans cet exemple, je trouve qu'il y a deux choses intéressantes. D'abord, c'est le chantage vert, c'est-à-dire un projet serait vert, donc son caractère inutile et imposé serait totalement gommé et deviendrait absolument incontestable. Alors que non, le développement des ENR, ce ne sera pas non plus dans n'importe quelle condition et n'importe où. Et la deuxième chose intéressante, c'est ce caractère proposant de gens qui se mettent autour d'une table, font tout un travail, en l'occurrence de cartographie des sites sacrés en plein milieu de la forêt amazonienne. Donc en plus, il y a une perspective intersectionnelle absolument passionnante dans ce projet-là, et viennent proposer aux autorités une possibilité alternative en disant on a bien conscience qu'il y a nécessité de cette source d'énergie supplémentaire, mais pas là, pas comme ça, pas de cette façon, et on a développé une expertise pour vous proposer autre chose. Sur les ENR, d'ailleurs, vous verrez aussi sur la carte de reporter qu'il y a énormément de projets de parcs éoliens qui sont contestés localement en France métropolitaine. Oui, Je peux dire un truc là-dessus, vas-y. parce que ça a été dit très rapidement, mais il y a différents types d'opposition. Léna a dit pourquoi certaines contestations de projets éoliens ne figuraient pas sur la carte. En travaillant sur les énergies renouvelables, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a constitution d'un front d'opposition en réalité assez élitiste. C'est-à-dire que vous avez, pour le dire très rapidement, mais dans certains endroits, des châtelains qui se mobilisent pour que leur cadre de vie ne soit pas gâché par des éoliennes à proximité. C'est absolument différent d'un réseau et d'une mobilisation populaire pour préserver un endroit d'une route, par exemple, dans le type de mobilisation. Parce qu'en fait, c'est aussi une forme de sécession par des gens qui ont des moyens assez conséquents, notamment financiers, et qui engagent des recours juridiques contre les projets éoliens absolument systématiques. Donc, il y a différents types de mobilisation qui, à mon avis, ne sont pas de même nature et n'ont pas les mêmes objectifs. Parce que dans les grands projets inutiles et imposés, il y a bien l'idée aussi d'imposer des projets privés qui vont ne bénéficier qu'à une minorité, généralement avec un aspect financier non négligeable. Pour la 69, c'est le prix que vous devrez payer pour prendre ce tronçon qui fait gagner seulement 15 minutes, qui de fait élimine tout un tas de gens de la possibilité de se servir de toute façon de cette infrastructure. Pour les méga-bassines, c'est le fait que seulement 7% des agriculteurs qui sont autour de la méga-bassine vont en bénéficier directement, donc les 93% n'en bénéficient pas, mais par contre, pour tout le monde autour quand même, le prix de l'eau aura été renchéri. Donc il y a quand même cette idée d'appropriation, de construction au profit d'une minorité, je trouve qu'il est important à retenir dans ces grands projets inutiles et imposés. Non mais c'est vrai que c'est un sujet complexe et les éoliennes c'était le bon exemple. Après il y a plein de choses qui se passent, notamment dans les luttes paysannes vis-à-vis des lois qui sont passées sur l'accélération de la transition énergétique. Et du coup je me dis bon, peut-être que je peux en parler un peu. Enfin, tu me dis si vraiment des fois je dépasse trop le cadre de la discussion. Mais il y a les projets d'agrivoltaïsme et c'est totalement délirant. Enfin, on va mettre des tas de panneaux photovoltaïques sur des champs qui pourraient être en train de nous nourrir, en disant voilà que ça n'a pas forcément d'impact sur ces terres agricoles là. Et il y a aussi tous les projets de méthanisation. Et ça, c'est vrai que souvent les luttes, en tout cas contre les panneaux solaires ou contre les méthaniseurs, enfin il y a tout un cadre, enfin il y a des forces paysannes et habitantes qui luttent sur ces questions-là et c'est vrai que la transition énergétique, elle pourra se faire aussi que de manière démocratique, concertée et que là malheureusement c'est aussi beaucoup d'industriels qui s'implantent de manière assez folle et on sait que aussi cette énergie-là, de toute façon, elle va pas remplacer des énergies fossiles, elle va juste s'ajouter et que c'est vu. Enfin, c'est vu dans une perspective productiviste et capitaliste, donc il y a tous ces enjeux-là. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a des collectifs en tout cas que nous on soutiendra pas via Terre de lutte. Bon, les soulèvements de la terre, c'est même pas des questions qui sont posées et en fait qui représentent pas le mouvement social qui est en cours contre les projets polluants imposés. Donc c'est clair.
Et souvent, quand on parle de grands projets inutiles, on a tendance à se figurer des espaces naturels. Tu parlais des terres paysannes ou du coup des espaces aussi agricoles qui vont être artificialisés et du coup, ces territoires sont plutôt localisés dans des espaces ruraux quoi, ou périphériques. C'est le cas de Notre-Dame-des-Landes ou de plus proche d'ici de Saclay par exemple. Est-ce qu'on doit en déduire que c'est plus compliqué de s'opposer à un grand projet dans des territoires qui sont déjà urbanisés? Comme si dans la ville, il y avait plus grand chose à défendre. Alors tu vas me citer, j'imagine, des contre-exemples, voilà. Je t'en prie, vas-y. Non, mais après, je trouve que la question de la ville, elle est intéressante. Après, moi, je suis pas, enfin, je viens pas de la ville de base. J'ai fait toutes mes études à Paris, donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'on se sent moins habité en ville que dans des territoires qui sortent des métropoles. Bon, après, voilà, c'est peut-être un sentiment qui n'est pas partagé par tout le monde. Enfin, en tout cas, qu'il y a un attachement au territoire qui est moindre. En tout cas, c'est aussi comme ça que j'explique le fait que les mobilisations, des fois, elles ont. Enfin, t'as carrément raison. Enfin, il y a des mobilisations. Je peux donner des contre-exemples, mais souvent, c'est beaucoup plus compliqué de se mobiliser parce que on a aussi un peu l'impression d'être déjà, dans un territoire où il y a plus grand chose à sauver et du coup, c'est beaucoup moins motivant. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses à faire et il y a des exemples ici. Enfin, typiquement, la Jade d'Aubervilliers, un des seuls espaces verts d'Aubervilliers qui est une ville qui est totalement bétonnée alors que c'est une ville très populaire avec des gens qui sont dans des immenses tours et que d'avoir un accès à la terre, c'est profondément injuste de plus avoir aucun accès à la terre ou en tout cas un petit peu d'être vivant un peu différent via des espaces qu'on pourrait qualifier de naturels. Et oui, la lutte contre la métropolisation, elle est particulièrement difficile. J'ai l'impression aussi que dans nos villes, des fois, il y a des coalitions, des collectifs qui se créent généralement contre la métropolisation, qui sont hyper intéressants, mais où il faut un peu rentrer dans ce sujet. Enfin, il y a sans doute vraiment un besoin d'éducation populaire sur ces sujets-là, parce que j'ai l'impression, en tout cas, de mon expérience, souvent, c'est des collectifs qui sont un peu trop intellectuels, qui ont tendance à être quand même ancrés localement sur des luttes, mais avoir du mal à en faire des questions où tout le monde, en fait, peut commencer à capter pourquoi est-ce qu'en effet on s'oppose contre la construction de logements sur 20 hectares de terres agricoles à Nantes, alors qu'on ne cesse pas de nous dire que le prix des logements augmente et il y a des choses qui, je pense, de base paraissent un peu bizarres et on se dit mais en fait est-ce que c'est des luttes aussi qui intègrent l'aspect social, etc. Et en fait c'est le cas. Il y a plein de choses à dire sur l'étalement urbain, etc. Mais c'est des choses qui sont aussi, j'ai l'impression, des fois moins difficiles à capter dès le début, en dehors de l'aspect sensible qui me semble moins présent, quoi. Tu voulais rebondir, Clément, sur l'aspect urbain Je trouve que c'est une question intéressante parce que en fait, il y a énormément de communs entre des grands projets inutiles et imposés qui plutôt se situent dans des zones rurales ou périphériques et d'autres types de grands projets qui sont portés en milieu urbain. À mon avis, les vécus communs, d'abord, c'est une forme d'injustice sociale et d'injustice spatiale qui crée un sentiment qui est en réalité un sentiment relativement partagé. Demain, on fait, par exemple, Cécile Gintrac fait une balade urbaine pour parler des conséquences des installations et des infrastructures des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Je crois qu'il y a beaucoup de communs à construire en réalité entre ces luttes-là, avec des gens qui subissent le même type d'imposition. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à établir un parallèle dans ma conception de l'opposition politique à Bure et à l'enfouissement des déchets nucléaires dans un coin extrêmement rural, mais avec des gens qui se mobilisent fortement. Et ce qui a pu se passer dans ma circonscription il y a maintenant plusieurs années et qui continue sous une autre forme, avec des incinérateurs de déchets qui ont été construits à Créteil. Ils ont été construits à Créteil, ils n'auraient pas été construits dans le 7e arrondissement de Paris. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc, je trouve que cette géographie de l'injustice et de ce type de grands projets qui sont destructeurs de l'environnement ou nuisibles pour notre santé, parce que les incinérateurs de déchets, ça produit des pollutions dont on peine à avoir les évaluations en termes de conséquences sanitaires, etc. Donc, ça encourage plutôt
à créer du commun dans la lutte. Après, évidemment, on peut penser aux jardins d'Aubervilliers, ouvriers d'Aubervilliers. Il y a quasiment plus de jardins ouvriers en Île-de-France, il faut absolument les préserver. Tu as parlé du droit à l'accès à la nature, qui est, je pense, un droit en ville sur lequel on doit continuer de se battre. Le droit à pouvoir redévelopper de l'agriculture vivrière en ville, etc. Donc sur les villes, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'y vois surtout du commun en termes de conception de là où sont imposés en réalité ces projets nuisibles. Et pour continuer sur cette question de l'articulation entre ville et campagne, il y a un dispositif qui a été voté, mis en application assez récemment, c'est le zéro artificialisation nette, mesure qui vise du coup à lutter contre l'étalement urbain. Je ne sais pas s'il en a été question au cours de cette journée, j'ai pas pu assister à tout, mais est-ce que cette mesure, selon vous, est suffisamment contraignante? On parle déjà de beaucoup de contournements et d'exceptions légales qui pourrait s'appliquer. Léna, tu as peut-être... J'ai moins suivi tout ça parce que je trouve qu'on rentre dans des questions juridiques un peu plus complexes, mais j'ai trouvé ça totalement fou en voyant que, bon, en tout cas, ça donne des outils à certains endroits qui nous permettent d'agir davantage et de voir direct l'Association des maires de France, etc., faire une campagne assez active pour tout dézinguer dans cette loi qui est quand même un des seuls trucs qui est ressorti un petit peu de la Convention citoyenne pour le climat, etc., ont beaucoup plus édulcoré. Enfin, en tout cas, ça m'a assez scandalisée. Mais je pense que Clémence, toi qui as suivi davantage les débats parlementaires et tout, tu comprends mieux ce qui se passe vis-à-vis du ZAN. Bon, donc c'est un objectif qui a été inscrit dans la loi assez récemment, en effet, qui vise à lutter contre l'artificialisation des terres, avec plein d'exceptions et de contournements et de dérogations qui ont été rendus possibles, avec Monsieur Wauquiez qui a déjà dit d'entrée de jeu que lui, de toute façon, il ferait pas le ZAN dans sa région, etc. Je veux dire qu'en fait, il crée ce type de dispositif tout en créant dans le même temps les possibilités d'y échapper de façon très facile, notamment pour les multinationales et les grands projets privés. C'est un autre dispositif qu'ils ont introduit en parallèle dans une autre loi, comme ça, ni vu ni connu. Ça s'appelle la RIPEM, donc c'est raison impérative d'intérêt public majeur. Et donc, en gros, quand vous avez le tampon de cette RIPEM, un grand projet passe plein d'étapes jusqu'ici obligatoires en matière d'autorisation environnementale extrêmement contraignante. Et tout d'un coup, vous pouvez faire sortir de terre des méga-bassines, parce qu'ils parlent d'appliquer la RIPEM aux méga-bassines, ou des grands projets de parcs photovoltaïques, etc. Et donc, en fait, dans le même temps où ils établissent le zéro artificialisation nette, ils établissent aussi des possibilités d'y déroger si seulement vous pouvez aligner des moyens suffisamment conséquents en face. Donc ça, c'est le premier élément. Après, je pense que évidemment, il faudrait peut-être revoir la façon dont le dispositif peut être emparé par les élus locaux, parce qu'ils doivent pouvoir être plus en prise avec ce type de choses. Je veux y ajouter aussi une exception, parce que je suis toujours marquée par mon déplacement en Guyane. Mais en Guyane, par exemple, le ZAN, c'est absolument inapplicable. Aujourd'hui, vous avez 97% du territoire qui est occupé par de la forêt amazonienne, des gens qui, grosso modo, vivent sur la bande littorale, et une croissance démographique absolument phénoménale pour les 10 années à venir, une nécessité dans certaines villes, par exemple, de faire sortir de terre tous les ans une école primaire pour que les gamins puissent aller à l'école. Donc, il y a toujours aussi des exceptions potentiellement à mettre pour des territoires qui sont oubliés par le gouvernement quand il fait ce type de dispositif. Je ferme ma parenthèse, mais ça me paraît quand même important de le dire. Et donc oui, il faut mieux appliquer le ZAN. Après, il y a aussi une façon de repenser la ville, c'est-à-dire au lieu de toujours vouloir faire de la construction plus loin en matière de logement, parce que nous, on veut évidemment que les gens puissent se loger. Si on commence par la reprise en main
public d'une partie du foncier qui est déjà artificialisé, les friches notamment. Il y a une carte des friches qui a été réalisée par des géographes bénévoles qui montre déjà la surface qu'on a à disposition, y compris pour des gros projets industriels. Si on commence par réquisitionner tous les logements qui sont vacants pour loger les gens, on aura déjà beaucoup moins besoin de terres artificialisées. Donc ça va avec d'autres types, potentiellement ça doit être adossé à d'autres types de mesures que par contre ils n'ont évidemment pas envie de prendre, quoi. C'est ça qu'il y avait la compensation aussi. Enfin, j'ai oublié, mais Oui. le truc, c'est que, comme d'hab, il y a l'arnaque de la compensation écologique, comme d'habitude. Enfin, typiquement, sur le projet d'écoquartier dont je parlais à Nantes, Nantes Métropole a dit qu'ils allaient racheter des forêts et les filer à l'ONF. Enfin, ils vont quand même dézinguer 20 hectares de terres agricoles qui sont sur la ceinture verte de la ville, qui pourrait être trop intéressante. Et à côté, la forêt, certes, elle va devenir publique, donc peut-être elle sera un peu mieux protégée, et quoique, vu la gueule de l'ONF en ce moment. Mais ça va pas recréer de la biodiversité. Donc il y a aussi tous ces mécanismes qui semblent totalement absurdes concrètement, quoi. Ouais. On me fait signe que le temps est bientôt écoulé. Du coup, je ne sais pas si vous avez toutes les deux quelque chose à ajouter à ce débat ou si on passe directement aux questions. Moi, je veux bien ajouter un mot d'espoir quand même, parce qu'on a commencé par une vision... je pense qu'il ne faut pas être pessimiste sur ce type de mobilisation. Je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste quand on voit que les avis négatifs, par exemple, des enquêtes publiques, elles se multiplient. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce débat les limites très très nettes du débat public à la française et de l'enquête publique à la française, mais il n'empêche que les avis négatifs se multiplient. Il n'empêche qu'aujourd'hui tombent de plus en plus de décisions de justice. J'ai très en tête la question des méga-bassines, parce que c'est ce que je travaille en ce moment à l'Assemblée nationale, mais des décisions de justice qui invoquent notamment pour donner des avis négatifs de construction, l'insuffisante prise en compte du changement climatique. Et ça n'est pas rien en termes de potentielle jurisprudence, de ce que ça peut nous amener pour la suite. Enfin, moi, je pense que c'est quand même des points d'appui qu'ils reconnaissent que tous ces projets, généralement, ont été conçus il y a très, très longtemps et qu'il faut désormais les limiter. J'ai lu également que le dernier document de planification des infrastructures insistait sur le fait qu'il fallait quand même en priorité entretenir les infrastructures existantes, etc. Je pense que ça aussi, ça donne un petit signal du fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de se retrouver avec des mobilisations sur les bras à chaque projet qui sortirait de terre, et que donc il faut peut-être mettre une inflexion là-dessus. Et de manière générale, je trouve que ça permet un surgissement politique en matière écologique qui est quand même un énorme point d'appui pour ce que nous, en tant que mouvement politique, en tout cas, on essaye de faire. Comme en matière sociale, les mois de mobilisation sur les retraites seront un point d'appui pour la suite, même si ça n'a pas été immédiatement victorieux. Je pense que c'est utile pour ce qu'on essaye de faire après. Je sais pas si tu veux... Oui, c'est donc, à moins que tu voulais ajouter quelque chose, Léna. Non, mais c'est en deux mots, en tout cas, je trouve ça assez intéressant parce que au tout début des soulèvements de la Terre, il y avait notamment un sociologue, Kevin Vacher, qui avait bossé sur les luttes locales et qui disait que c'était un mouvement social qui ne se reconnaissait pas, qui n'avait pas conscience de son existence. Là, on peut plus du tout dire ça. En effet, il y a des coalitions thématiques qui surgissent de partout, les gens ils s'organisent, ils gagnent en compétences, et c'est ça qui fait aussi qu'on gagne de plus en plus face à des projets. Le mouvement des naturalistes des terres, par exemple, c'est trop intéressant. Des gens, ils viennent en fait contrer les relevés qui ont été faits dans les études d'impact par des écologues. Et en vrai, les espèces protégées, souvent, c'est une des choses qui nous permet d'obtenir des victoires juridiques. Et il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se faire. Il y a eu le rassemblement au Larzac en août dernier, où pareil, il y a eu beaucoup d'échanges de manières de faire pour lutter face à tout ça. Et en fait, les gens, après avoir gagné face à un projet, ou même parfois après un échec, ils mettent en place des choses, ils mettent en place des alternatives radicales, d'autres manières d'habiter leur territoire. Et moi, je vois des belles choses tous les jours. Donc en fait, il faut intensifier ce mouvement. Mais je pense que très sérieusement, on peut aussi remporter de plus en plus de victoires. Voilà, merci. Et on va passer aux questions du coup.
Sophie. Merci beaucoup. En fait, j'ai 3 points, mais je vais être vraiment très très rapide. C'était pour rebondir. Pardon. C'était pour rebondir sur la lueur d'espoir que vous formuliez et sur ce que tu disais tout à l'heure au premier rang sur les ingénieurs. Je me demande dans quelle mesure, en fait, on est encore dans une période où on a une génération d'ingénieurs encore influencés par le saint-simonisme, la croyance dans le progrès, les grands projets, donc ils sont très contents de faire des grands projets avec des gros trucs. Et que donc je ne sais pas si la sociologie des ingénieurs tend vers justement une nouvelle génération qui croit moins et qui est moins, qui tire moins de fierté et de plaisir à faire ce type de projet. Et donc peut-être qu'on a un espoir que ça change. Si vous avez des éléments là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Une deuxième lueur d'espoir, moi je travaille à la FUB, qui est le lobby du vélo au quotidien, et on vient de sortir dans le cadre du Salon des maires une note de position sur la place du vélo hors agglomération. Et la doctrine qu'on porte, c'est vraiment l'idée de la réutilisation du réseau routier. C'est-à-dire que jusqu'ici, les assos vélos, souvent les assos vélos avaient tendance à porter l'idée en gros, je caricature, mais d'élargir les départementales pour faire des belles bidirectionnelles magnifiques, toutes neuves. Et puis, forcément, les départements et les communes disaient c'est pas possible, il y a les agriculteurs. Et puis maintenant, c'est pas possible, il y a le ZAN. Donc ça, c'était quand même assez marrant parce qu'on nous a dit, et puis cyclable, quand même, vous artificialisez, c'est pas bien. Donc ça, je trouve ça un peu drôle. Mais c'est vrai, mais je veux dire, je trouve ça toujours marrant qu'on reproche ça quelqu'un qui fait quand même partie de la solution, quoi. Et donc on a produit cette note de position qui change complètement de discours sur le sujet, et ça a d'ailleurs été assez ça a créé des débats en interne aussi au sein de notre réseau. Et donc en disant on a le réseau routier le plus dense un des plus denses du monde, extrêmement bien entretenu. Pour le vélo hors agglomération, il faut faire des plans de circulation, il faut utiliser les routes existantes, il faut concentrer la voiture sur certains axes et mettre du jalonnement, etc. Et en fait on a une réception, on était donc au Salon des maires cette semaine, et on a eu une réception vraiment extrêmement positive et au-delà de ce qu'on imaginait. Par les maires, par les collectivités, par les techniciens de collectivités, et donc là, on rebondit là-dessus. On est vraiment étonnés par cette réception et on va interpeller la Première ministre sur ce sujet-là parce qu'on pense que ça y est, ça rentre dans l'idée que c'est du bon sens, quoi. Et j'ai une dernière question, je suis désolée. C'est la question des évaluations. Je ne comprends toujours pas pourquoi on fait autant d'évaluations ex post et qu'on ne fait pas d'évaluation ex ante, et comment est-ce que d'un point de vue législatif on peut rendre ça obligatoire. Vous parliez des tribunaux et des recours, tant mieux, tant mieux, mais on devrait avoir des évaluations socio-économiques, environnementales, pas que sous l'angle du CO2, sous l'angle de la biodiversité, etc. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on est aussi mauvais en France là-dessus. Merci. On répond au fur et à mesure. Ouais, on prend plusieurs. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une question justement sur les projets éoliens qui, pour une grande partie de la population, viennent tout à fait dans la classification de grands projets imposés inutiles. C'est vrai que moi, du coup, je bosse dans l'éolien dans le Hauts-de-France, et c'est vrai que il y a ce sentiment en fait que lorsque la lutte, on va dire environnementale, est portée par des personnes affiliées, il y a des partis d'extrême droite. Du coup, on ne pourrait pas dialoguer avec eux. Et notamment, si on arrive à des situations en fait où foncièrement, il y a moins d'attention, je pense, de la part des partis de gauche sur le développement de l'éolien en France, qui a plein de problèmes. J'en sais quelque chose. Mais du coup, au final, il n'y a pas vraiment de dialogue possible, même sur, par exemple, la question des méga-bassines. Est-ce que si, on va dire, le peuple de gauche s'intéressait autant aux éoliennes qui s'intéressent aux méga-bassines, est-ce qu'on tolérerait vraiment le genre de paysage qu'on voit dans les Hauts-de-France? Donc voilà, j'aurais voulu en fait poser une question sur est-ce qu'il y a un dialogue possible en fait avec les élus de droite, peut-être moins d'extrême droite, mais au nom de droite des Hauts-de-France sur ce sujet. Ouais, du coup, comme ça a été rappelé par Léna, ce qui distingue les soulèvements de la Terre par rapport à d'autres mouvements écolos qui ont précédé, c'est notamment le fait qu'il y avait deux bases
la composition entre différents groupes sociaux. Et donc ça, on a vu que ça fonctionne, notamment avec Sainte-Soline, là où avant on faisait des actions, par exemple avec Extinction Rébellion, où en moyenne il y avait 500 personnes sur les plus grosses actions, et que là on a réussi à passer un certain cap. Donc ça c'est une chose. Et en prenant en compte ça, et que maintenant on a réussi, mais de façon, disons, éphémère, à remporter une victoire par rapport à la dissolution, parce qu'on sait très bien qu'elle va revenir aussi vite. Puisqu'on parle de stratégie, comment en fait, quelle va être la suite? Comment on va réussir? Parce que tu as parlé du fait que les soulèvements participent à faire en sorte que les luttes locales deviennent un mouvement social. Comme aussi l'a dit Clémence, ça participe à la conscience de classe. Et du coup, en termes de stratégie, quelle va être la suite? Comment on va réussir à porter ça encore plus loin et peut-être donner une dimension révolutionnaire au soulèvement? On peut déjà commencer par Oui, répondre à ça, 3, pas c'est mal. bien. Non. On peut commencer par répondre à ça, peut-être, non? Par quoi? C'est déjà ample. Par quoi? Par les 3. Tout d'abord, merci dernière. pour vos interventions et la précision et la clarté de vos propos. Je voudrais rebondir sur le côté commune qui a été, dont vous avez parlé, dans une vision peut-être communaliste qui est partagée souvent par les personnes que je rencontre des soulèvements de la Terre. Je me pose la question plutôt à Clémence Guettet. Est-ce qu'il y a là dans la France insoumise un plan qui s'enclenche un peu plus pour les prochaines municipales? Ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe là-dessus, parce qu'il y a une sous-représentation par rapport à un parti qui est dit un parti de présidentiel, et qu'on voit peu avoir de gros scores sur des élections locales, et on le voit ce que ça a donné avec la grande présence au Sénat de la FI, malheureusement. Et voilà. Je reviendrai là-dessus. Ce serait un long débat. Et je m'en demandais si cette philosophie-là, à rendre un peu plus de pouvoir justement aux communes, pour notamment, ça permet de défendre concrètement son territoire. Parce que d'un point de vue national, on a des grandes idées qui passent, des grands courants, mais c'est vrai que par rapport à l'attachement du territoire, le fait de s'engager dans sa commune, et par rapport à ce qui était dit un moins grand engagement par rapport au territoire dans les banlieues, par exemple, ou dans les villes, je le comprends en partie. Pour vivre à côté de l'aéroport d'Orly, dans la Circo, juste à côté, c'est vrai que l'attachement, quand tu as un paysage qui est détruit, il est plus difficile, simplement. Ouais, c'est dur d'aimer un endroit qui est moche et qui nous rejette et qui nous tue. C'est 3 ans de vie en moins de vivre à côté d'un aéroport en moyenne. Donc c'est sûr que l'attachement est un peu plus difficile. On va répondre à cette première salle de questions, je pense. Tu veux commencer ? Vas-y. Voilà, c'est des questions très amples et vastes. Alors, peut-être comme ça, tu développeras celles que je développe moins. D'abord, sur la première remarque sur les ingénieurs, moi, j'y suis passée brièvement. Enfin, je crois qu'il y a quand même une vision très différente qui est en train de se développer dans les écoles d'ingénieurs. Je pense aux agros et à la fameuse prise de parole sur le refus de participer à ça. Je ne sais plus exactement quelle était l'expression qu'ils avaient pu employer, mais qui était le droit de déserter, c'est ça, les déserteurs. Donc c'était quand même symbolique d'une mise à distance, en tout cas, de ce qui peut être délivré comme une évidence.
pour être passé par l'agro, il y a quand même un très très fort poids de l'agro-industrie, y compris dans les enseignements, mais il y a autre chose qui existe dans ces écoles d'ingénieurs et qui tend à donner de l'espoir. J'en veux pour preuve aussi toutes celles et ceux qui participent à nous aider, sans le dire et discrètement, pour avoir constitué des groupes de hauts fonctionnaires ou des groupes d'ingénieurs qui participent à élaborer le programme dans l'ombre et sans que ça se sache. Il y a quand même beaucoup de gens à qui ça parle, y compris de pouvoir mettre leur savoir technique à profit de ce que nous, on cherche à faire. Donc, typiquement, dernièrement, on est en train de travailler sur une note de scénario énergétique en vue de la loi programmation énergie-climat avec un groupe d'ingénieurs. Et c'est tout à fait compatible. Et je pense que eux, ça les aide d'avoir une sorte de débouché politique possible. Et nous, ça nous solidifie aussi. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, sur la seconde... J'ajoute juste un truc sur Pardon. Saint-Simonisme. Si ça t'intéresse, il y a un très bon bouquin qui est sorti récemment sur un peu l'idéologie saint-simonienne qui concerne surtout les ingénieurs qui trustent le haut de patronat français, quoi, tous ceux qui ont fait les mines et tout. C'est un bouquin qui s'appelle Technocratisme et qui est sorti aux éditions Amsterdam très récemment, qui est très chouette. L'auteur, les éditeurs sont là, donc ils pourront le dire. Moetti, voilà, c'est ça. Sur la seconde question, pourquoi on est mauvais sur les études ex ante, etc. Bon, moi, je pense, pour avoir eu de très très longs débats au moment du projet de loi sur les énergies renouvelables en commission du développement durable, que les choses sont aussi maintenues telles quelles ou même affaiblies sciemment. C'est-à-dire, par exemple, les procédures de participation du public, ne donner aucun moyen à la CNDP, faire en sorte que jamais ces avis-là ne deviennent contraignants vis-à-vis des projets, qui est un énorme problème. C'est-à-dire, vous avez des gens qui se démènent, y compris pour associer largement les citoyens aux enquêtes publiques, etc., alors même qu'elles ne sont pas contraignantes ni opposables à la fin. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une réforme de la participation pour ce type de projet qui doit être menée, qu'on avait essayé de débaucher dans l'avenir en commun, mais c'est pas pourquoi on est aussi mauvais au niveau français. C'est que, à mon avis, ça résulte d'un choix politique qui est fait sciemment et qui est décidé et entretenu tel quel. De même que l'opacité sur les données qui doivent servir à arbitrer ce type de choix et de grands projets, alors qu'il est si difficile toujours de se procurer les données, pose aussi énormément de questions. J'essaie de pas être trop longue. Donc, sur la question sur l'éolien et les énergies renouvelables, je ne sais plus qui avait posé la question, mais c'est une question hyper intéressante. La première chose, d'abord, c'est de dire que nous, on défend un mix énergétique 100% énergie renouvelable. Et donc, nécessairement, il y a un énorme travail de concertation et de discussion qui doit se faire absolument à tous les échelons. J'avais par exemple proposé au moment de ce projet de loi qu'on puisse avoir des outils de projection un peu intuitifs, c'est-à-dire en matière de paysage énergétique. Si on défend du 100% ENR, l'énergie va se mettre à se voir comme elle ne se voit plus aujourd'hui. Elle se voyait énormément au moment où c'était du charbon, et les nuisances étaient suffisamment visibles pour tout le monde. Le nucléaire a, par un phénomène étonnant, était quasiment invisibilisé, sauf pour les riverains très proches, mais en tout cas, il y a une forme d'énergie qui ne se voit plus et qui arrive magiquement comme ça, qui, à mon avis, est un imaginaire à déconstruire très très fortement si on dit qu'on va faire du 100% ENR. Après, il y a la répartition de ce mix énergétique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre potentiellement ce dont on a besoin. C'est une discussion qui est menée, par exemple, de manière bien plus intelligente sur les documents stratégiques de façade et la répartition de l'éolien potentiellement au large, qui n'est pas sans conflictualité, mais qui a le mérite d'avoir un processus beaucoup plus long, etc. Sur le territoire, on ne le fait pas. En fait, on a laissé la main aux promoteurs privés d'éolien qui arrivent et de manière anarchique, en étant en concurrence entre eux, sans prévenir les élus locaux, sans prévenir les gens, ça implante et tout d'un coup, les gens découvrent qu'il va y avoir un projet éolien juste à côté de chez eux. Et après, en termes de répartition spatiale, il y a aussi pour l'instant une injustice fondamentale qui est que les Hauts-de-France, justement, ont gagné le gros lot, ont une grosse partie des gisements de vent. Donc naturellement, évidemment, les promoteurs privés qui cherchent du rendement sont allés directement là-bas en premier lieu et ont absorbé une part énorme
du mix éolien français en réalité. Donc il y a aussi la répartition spatiale de où est-ce qu'on va mettre cette énergie. Étudier de manière plus franche et honnête qu'ils ne le font actuellement, ce que représenterait le fait de couvrir de panneaux solaires les zones déjà artificialisées, les parkings, les surfaces commerciales, etc., nous donne aussi d'autres possibilités qui aujourd'hui ne sont quasiment pas explorées. Par exemple, les surfaces de centres commerciaux, ça a été une bataille dans la lutte, dans le projet de loi ENR, qui était sans fin, parce qu'il fallait imposer aux grandes multinationales qui détiennent les centres commerciaux de couvrir et donc d'adapter aussi les structures des centres commerciaux de panneaux solaires. Donc il y a la question de la répartition spatiale, il y a la question de à quoi on s'attaque en priorité pour trouver les gisements, et ça peut être autre chose que la proximité immédiate d'habitation avec des éoliennes, etc. Ça, c'est pour répondre rapidement là-dessus. Sur les soulèvements, je vais te laisser répondre. Ça me paraît mieux. Ensuite, sur la question des municipales. Bon, d'abord, il y a un calendrier électoral. Parce que tu as évoqué très rapidement l'échec au sénatorial. Les sénatoriales sont un scrutin quand même tout à fait particulier, qui est réservé à des grands électeurs et dont la NUPES, pour le dire très tranquillement, nous a totalement exclus en matière d'accords électoraux. Donc notre piètre résultat ne reflète pas vraiment de dynamique populaire quelle qu'elle soit. Donc je mets les sénatoriales à part pour arriver sur les municipales. D'abord, il y a un travail qui est en cours, qui n'est pas forcément très visible, mais on a un réseau des élus locaux insoumis, et on en a beaucoup des élus locaux, on n'a pas beaucoup de maires, on en a, mais on n'en a pas beaucoup. Par contre, on a beaucoup d'élus locaux qui formulent, au travers de leurs vœux au conseil municipal, toute une vision alternative de ce qui pourrait être mené à l'échelle communale. Et donc ça, il y a un travail en cours pour répertorier, mettre en valeur et donner envie pour les prochaines municipales. Faire la cantine gratuite, remettre davantage d'espaces verts. Il y a une vraie possibilité au niveau communal que tu pointais, que nous, il faut qu'on puisse mettre en valeur sur ce qui est déjà fait, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont déjà faites. Après, il y avait tout ce qui relevait du programme. Je pense par exemple à notre idée qu'on voulait instaurer des défenseurs de la nature au niveau communal qui pouvaient contrôler l'action publique au niveau local en matière d'air, d'eau, d'espace naturel, etc. Réinstaurer aussi du contre-pouvoir citoyen sur le plan communal fait partie de ce qu'on voudrait faire si on arrivait au pouvoir. Après, la bataille sur les municipales, elle n'est pas engagée, et je ne pense pas qu'il faille passer 3 ans sur 5 dans chaque mandat à juste faire la municipale. Les insoumis s'investissent dans leur vie locale, mais on va commencer par exemple pour les européennes, pour ce qui est des batailles électorales, et puis on prendra les choses dans l'ordre. Mais il y a quand même du déjà là qui se fait et que je ne voudrais pas qu'on oublie au passage. Et en parlant de déjà là, je reviens sur ce que tu as dit à la fin de ton intervention sur l'attachement au lieu. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a un attachement dans les zones urbaines qui est très forte à l'endroit où on est né, on a vécu, on a grandi, mais qui est vraiment extrêmement forte parce que la vie associative, culturelle est extrêmement dense, les liens entre les gens sont extrêmement denses, les instances locales, je pense par exemple aux comités de quartier, aux réunions et comités de quartier, elles sont investies par les gens de gauche, pour le dire très vite, mais en tout cas qui ont envie de participer à la vie citoyenne, y compris dans ce que ça donne comme latitude en termes de contre-pouvoir, d'opposition locale, etc. Donc sur l'attachement et la possibilité de participation en milieu urbain, je suis vraiment fortement en désaccord avec ce qui est dit. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un diagnostic lucide sur le cadre de vie et ce que ça génère. Dans ma circonscription, les gens ne peuvent pas manger les œufs de leur poulailler parce qu'il y a des polluants éternels et qu'on le sait, parce qu'il y a plein de sites anciennement industriels qui sont pollués. Mais ce droit d'accès à la nature, de dignité, de dépollution, etc., fait partie de luttes locales dont les gens sont fiers et qui provoquent de l'attachement au lieu. Voilà, j'ai été trop longue, je m'arrête là-dessus. Du coup, oui, donc sur les éoliennes,
en tout cas, ce que je disais par rapport à la carte reporter et typiquement à ce qui a été mis en place au Larzac, à Terre de lutte, etc., donc les réseaux de lutte locale qui s'entraident, c'est sûr que pour nous, s'il n'y a pas un partage des mêmes valeurs, c'est pas quelque chose qu'on va amplifier. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu questionnant et je sais pas, il y a probablement des universitaires qui ont bossé là-dessus, mais c'est pourquoi les éoliennes davantage qu'autre chose. C'est assez intéressant de voir que sur la plupart des thématiques, c'est quand même des milieux de gauche en fait qui se sont emparés des luttes contre les nuisances industrielles, etc., etc. Il y a plein de trucs qui sont aussi moches que des éoliennes. Il pourrait y avoir aussi, je sais pas, des groupes qui sont vraiment centrés sur le cadre de vie et qui luttent contre des projets polluants et imposés. Et pourtant, voilà, dans d'autres domaines, ils sont pas majoritaires. Donc je me demande à quel point aussi c'est pas quelque chose qui a été choisi aussi par l'extrême droite pour avec des stratégies de communication, etc. Après, c'est intéressant parce que les comités, les collectifs de lutte contre des projets polluants et imposés brassent vraiment tout un tas de personnes. Les gens, ils disent pas forcément pour qui ils ont voté au présidentiel lorsqu'ils arrivent dans ces collectifs. Et ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que y a plein de personnes qui arrivent qui sont peu politisées ou peut-être qui ont des opinions politiques qui sont justement pas celles qu'on trouve dans les mouvements sociaux et écologistes et qui vont apprendre tellement de choses en fait en se battant contre ces projets que en fait ça peut vraiment aussi transformer une vision du monde en fait de se battre contre ces projets-là. Et du coup, c'est vrai que ça questionne plein de choses que tu dis sur comment est-ce qu'on conçoit tout ça sur certains territoires. Nous aussi, c'est que j'ai l'impression que dans ce mouvement-là, il faut faire des choix et que c'est des choses qui sont un peu complexes. Mais déjà, c'est vrai qu'on a parfois des alliances inattendues. T'as pas arrêté de faire des blagues sur les chasseurs, mais c'est vrai que parfois les fédérations de chasse ou de pêche, etc., alors que elles peuvent pas se saquer avec d'autres groupes écolos qui luttent contre un projet, arrivent à s'unir. Bon, après, voilà, c'est des tensions qui sont moins grandes que celles de groupes de gauche face à l'extrême droite. C'est pas du tout les mêmes enjeux, hein, mais je trouve ça vraiment quand même intéressant ce qui se passe dans ces luttes-là là-dessus. Et oui, de toute façon, voilà, comme tu l'as dit, Clémence, j'ai l'impression que si on donnait davantage de pouvoir aux habitants et que les gens avaient plus de prise sur ça, ça réglerait déjà beaucoup de choses. À part quand on est un vieux châtelain qui veut pas que son domaine perde de la valeur financière, mais je comprends tout à fait la colère des gens sur les éoliennes. Et en fait, c'est un sujet qui est assez complexe. Moi, j'ai pas du tout les compétences en fait pour me rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Étant donné que c'est peu relié aux luttes paysannes aussi. Je sais pas exactement pourquoi, parce que ça a un impact sur les terres agricoles, mais beaucoup moins que les méthaniseurs et l'agrivoltaïsme. Je connais pas assez bien, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter après. En tout cas, ça m'intéresse. Et il y a peut-être des choses aussi qu'on doit changer dans notre manière de voir les collectifs. Bon, à part quand c'est vraiment des trucs extrêmes, quoi. Même du côté de terre de lutte ou quoi. Et du coup, sur la stratégie des soulèvements, du coup, sur la suite, moi, je pense pas qu'on va se faire. Je pense pas qu'il va y avoir des menaces de dissolution à nouveau directes. Après, vu le paysage politique, en tout cas, si. C'est vrai que dans les prochaines années, là, à la fin du quinquennat Macron, je pense qu'on va encore perdre des libertés publiques, etc., etc. On va toujours faire en sorte d'avoir une stratégie qui montre qu'en fait, on est capable d'avoir un rapport de force suffisant qui fait qu'ils ne se sentent pas de nous dissoudre. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé, mais bon, Raphaël l'a très bien expliqué. Il y a plein de personnes qui sont restées tout l'après-midi, du coup, je vais pas faire de redite, mais pour moi, la différence entre la GAL, la CRI et nous, c'est bien qu'il y a une pression populaire très importante vis-à-vis des soulèvements de la Terre et que du coup, ils se sont dit politiquement, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dissoudre ce mouvement-là. Et du coup, il va falloir continuer à être solidaire, à s'organiser face à la répression, à amplifier les réseaux d'anti-rep, etc., etc. Et après, pour la question de comment est-ce qu'on passe à un mouvement qui change, qui bouleverse totalement la société, je pense qu'on n'a pas du tout tu le sais parce que tu fais partie du mouvement aussi, mais on n'a pas la prétention de se lancer dans des... Ouais, désolé, l'affiche, mais... mais on n'a pas la prétention... la prétention de se dire que c'est le mouvement qui va tout changer. Déjà, je trouve que c'est une posture assez humble, celle de la coalition de base, parce qu'on sait qu'on est un mouvement qui est très organique, qui
qui change régulièrement et qui se remet en question parce qu'on a tous et toutes des pratiques de lutte différentes entre Solidaire, la Conf, des personnes du milieu autonome, genre des jeunes du mouvement climat. Enfin, on est constamment en train de remettre en question nos stratégies. Par contre, l'idée, voilà, c'est de diffuser certaines idées dans la société. C'est que j'ai l'impression ce qu'on a un peu réussi à faire, de remettre aussi des enjeux paysans et de la terre au centre. Et déjà, si on arrive à faire ça, et si on arrive aussi à amplifier là, toutes les dynamiques qu'on a vis-à-vis des greniers, des soulèvements de la terre, des cantines populaires, en fait, on a tout un volet construction d'alternatives radicales pour appuyer la lutte, qui est hyper important, et il faut qu'on l'amplifie, il faut qu'on rachète des terres, etc. Pour ne pas seulement gagner contre des projets, mais aussi voilà, avoir des choses pérennes. Et malheureusement, on ne peut pas gagner partout aussi, comme tu l'as dit, Anne. Donc, il y a plein de choses à penser. C'est sûr qu'il faut que le mouvement s'intensifie. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, mais c'est vrai que pour parler de révolution, voilà, je me sens pas, être bien placée pour faire des prospections sur quoi que ce soit. Ce sera donc le mot de la fin parce qu'on me fait signe qu'il n'y aura pas de deuxième salve de questions. Donc merci beaucoup à Léna et à Clémence. Merci à vous.